20h, 21h, France Info, les informés, Olivier Delagarde. Bonsoir à tous, c'est une information qui fera peut-être plaisir aux ligues contre l'alcoolisme, mais qui rendra sans doute beaucoup plus amers les amoureux d'une forme de convivialité et peut-être, allez, osons le mot, d'un mode de vie à la française. En 20 ans, 30% des cafés parisiens ont disparu. Étude de la Chambre de commerce. Alors l'une des raisons de ces disparitions serait l'essor des machines à café dans les bureaux. Et puis l'autre, l'avènement des fast-foods. Le McDo n'a fait qu'une bouchée de notre bon vieux croque-monsieur. Est-ce le signe d'une modernité de bonne aloi ou celui que tout fout le camp, mon bon monsieur? On aurait pu en débattre avec vous, les informés, puisque ce soir, nous recevons des correspondants de la presse étrangère à Paris. Avec nous, Alberto Toscano. Bonjour Alberto. Buonasera. Journaliste italien, correspondant à Paris du quotidien Milano Finanza. Kai Littmann à côté de vous. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, journaliste allemand, rédacteur en chef d'Eurojournaliste.eu. Anne-Elisabeth Moutet, bonsoir à vous. Good evening. Éditorialiste au Daily Telegraph de Londres. Et puis, pour terminer ce quatuor, Juan José Dorado, bonsoir à vous. Buenas tardes. Journaliste espagnol indépendant, vous travaillez pour différents médias. Ravi de vous accueillir aux informés. Vous allez nous donner évidemment votre vision de la société, de la politique française. Et puis si tout se passe bien, peut-être qu'après l'émission, on ira boire un verre dans un café. L'actualité aujourd'hui, ce sont ces autoproclamés convois de la liberté. Écoutez, pour mieux comprendre peut-être de quoi il s'agit, ces manifestants qui avaient réussi à venir jusqu'à la place de l'Étoile et qui ont été interrogés. Ça converge de partout. Il faut savoir qu'il y a plein de monde qui est venu de partout en France pour des raisons diverses. Mais jusqu'à un moment donné, il y a un ras-le-bol. Il faut arrêter de croire qu'on va tout accepter. On est parti à 21h20 hier soir de Tarbes. On est arrivé à 9h ce matin. On a roulé toute la nuit en bus pour arriver. Et l'objectif, c'est continuer à contester l'obligation vaccinale et la liberté de pouvoir choisir si on fait le vaccin ou pas. Voilà, alors quelques échauffourées ont eu lieu dans le quartier des Champs-Élysées. Rien à voir tout de même avec ce que l'on avait vécu au moment des samedis des Gilets jaunes. Alberto Toscano, est-ce que ce mouvement dit quelque chose de la société française pour vous? Sans aucun doute. Ce mouvement est la pointe d'un iceberg. Un iceberg de mécontentement. Il y a le coût de la vie qui augmente. Il y a un problème du pouvoir d'achat bien réel. Il y a aussi une division entre la France qui marche vite, qui a pu profiter de cette envie de reprise l'année dernière. La France qui va bien, quoi. Oui, le PIB français est celui qui a augmenté le plus en Europe, 7% l'année dernière. Donc il y a une France qui va vite et une France qui se sent en arrière. Et cette reprise à la française est une reprise qui augmente les inégalités. Donc, derrière cette protestation que je trouve irrationnelle et parfois de mauvais goût, parce que dire liberté pour une liberté de ne pas se vacciner à un moment où on a besoin de vaccins pour lutter contre une pandémie, je ne trouve pas que c'est une démonstration de bon goût. Mais en même temps, il faut voir ce qu'il y a derrière, et ce qu'il y a derrière, c'est des problèmes bien réels. Anne-Elisabeth Moutet. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Alberto. Il y a un problème de mécontentement. C'est un mécontentement qui remonte d'ailleurs dans les instituts de sondage, qui est difficile à quantifier, parce que surtout que les instituts de sondage essentiellement font maintenant des prévisions sur les élections, et que parfois, et je parlais avec un des dirigeants d'Opinionway notamment sur le sujet, et il me disait on n'arrive pas à concilier le fait que essentiellement les sondages ne bougent pas, avec des frémissements, mais d'un point ou deux, et le sentiment de colère et de mécontentement qui monte depuis plusieurs semaines dans le pays. Et aussi, ça veut dire qu'il y a une décorrélation entre ce mouvement qui vient, on va dire, du cœur du pays et puis la vie politique. Oui, et évidemment c'est extrêmement ennuyeux pour les politiques de prendre aussi facilement, de prendre le parti des gens qui disent, dont on ne sait pas très bien d'ailleurs s'ils sont en train de dire s'ils sont contre des mesures
liberticides, et c'est pas moi qui dis ça, c'est des gens comme François Sureau, c'est des gens comme un certain nombre de philosophes français, pas spécialement de droite, et d'autre part, le fait que le vaccin, c'est tout de même nécessaire. Alors, c'est compliqué de leur apporter un soutien, mais ça, et bien qu'une bonne partie des gens qui sont dans ces convois sont vaccinés, ils ne veulent pas simplement la notion d'avoir encore plus de contrôle sur leur vie quotidienne, alors que ça fait 2 ans qu'on a des contrôles plus ou moins absurdes. Vous savez, la période où il fallait surtout pas mettre des masques parce que c'était un acte trop technique pour qu'on le confie à des gens normaux. Ensuite, c'est devenu obligatoire. Les autorisations de sortie où il fallait remplir 15 cases. Enfin, oui, tout ceci est on aura cumulé. vécu au cours de ces 2 dernières années quand même un certain nombre de trucs, on va dire, assez insolites. Juan José Dorado, c'est étonnant ce mouvement qui ramasse un petit peu tout. Contestation sur le pouvoir d'achat, contestation contre le pass vaccinal. Ça dit quelque chose de notre pays ? Oui, la première chose, c'est que c'est du déjà-vu parce qu'effectivement, on a le mouvement des Gilets jaunes qui était là, mais juste avant le mouvement des Gilets jaunes, il y avait les bonnets rouges. Donc, il y a eu des mouvements comme ça en France depuis un certain nombre d'années et qui montrent un mécontentement. Mais ça va encore beaucoup plus loin. C'est pas une histoire des 5 ou 10 ans. Je me rappelle très bien, et vous vous rappelez tous très bien, de cette fracture de la France qui était le thème des campagnes déjà de Jacques Chirac. Donc, et ceux la fracture sociale. Et ceux qui ont suivi ce qui s'est passé pendant le mandat de François Hollande, on a constaté dans la rue comment le mécontentement montait pendant ces 5 ans. Et quand on croyait qu'avec Emmanuel Macron, ça allait descendre un tout petit peu, on s'est rendu encore compte que ça continuait à monter. C'est pour ça que je ne suis pas du tout surpris de voir ce mouvement. Bon, c'est un ramassis des gens, des droites, des gauches, des centres, des anti-vax, des anti-pass. On a tout mélangé là-dedans. Mais on dit que c'est beaucoup des abstentionnistes. Beaucoup d'abstentionnistes, mais ça, c'est un autre problème. C'est un problème démocratique aussi et qui touche très fort la France, parce que quand on voit les dernières départementales ou régionales avec 70% d'abstention, ça montre que c'est une France qui souffre, mais qui souffre depuis longtemps. On va continuer évidemment à débattre de ce sujet dans Les Informés, mais il est 20h10. C'est donc l'heure du Fil Info avec Frédéric Beniada. L'équipe de France de rugby, seule en tête du tournoi Destination. Les Bleus s'imposent ce soir face à l'Irlande 30-24 à l'issue d'un match très disputé. 2e victoire consécutive après celle contre l'Italie la semaine dernière. Aux Jeux d'hiver de Pékin, Quentin Fillon-Maillet a remporté aujourd'hui sa 3e médaille en 3 courses de biathlon. Il s'adjuge l'argent du sprint. Quant aux patineurs, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, ils n'ont pas tremblé et dominé la danse rythmique, record du monde en prime. Leur quête d'or olympique est idéalement lancée. Le jeu du chat et de la souris entre les antipasses et les forces de l'ordre aujourd'hui à Paris. Certains d'entre eux ont réussi à atteindre les Champs-Élysées malgré un important dispositif policier. Une 50aine de personnes ont été interpellées, des échauffourées ont éclaté, la police a dû riposter à coups de gaz lacrymogène. Figure des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez a lui été interpellé aux abords de l'Élysée. Au chapitre politique à Saulieu dans le Morvan, Éric Zemmour renvoie dos à dos Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Le polémiste d'extrême droite assure que le centre droit de la présidente de la région Île-de-France ne vaudra pas mieux que le centre gauche d'Emmanuel Macron. Éric Zemmour qui parle de Valérie Pécresse comme d'une technocrate dépensière. La tension continue de monter dans le conflit ukrainien. Nouvel entretien téléphonique, cette fois entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Il a duré plus d'1h40. De nombreux pays occidentaux ont demandé à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine. Kiev regrette le discours alarmiste de Washington sur une intervention imminente des Russes dans la capitale ukrainienne. Ce soir, KLM annonce d'ailleurs la suspension de ses vols sur Kiev jusqu'à nouvel ordre. France Info. 20h, 21h, Les Informés, Olivier Delagarde. Premier débat des Informés ce soir, on parle de ce mouvement social, mouvement populaire, on ne sait plus trop comment dire, mouvement de contestation. En tout cas, assurément, ces manifestants de ces convois autoproclamés de la liberté. Écoutez ce qu'en pense, par exemple, François Bayrou, le président du MoDem et haut commissaire au plan. On voit bien qu'il s'agit d'un mouvement que j'appellerais de sécession d'une partie du pays qui ne comprend pas, ne se retrouve pas et a un désir de révolte. Une partie de nos compatriotes ne croit plus rien de ce qu'on lui dit. Il ne croit plus les politiques, ça fait longtemps. Il ne croit plus les journalistes, parce que vous êtes ciblés naturellement autant que les autorités. Il ne croit plus les scientifiques,
et ils ne croient plus les médecins. François Bayrou, chez nos confrères de France Inter. Kai Littmann, vous entendez ce que dit François Bayrou? Est-ce qu'il y a, selon vous, un désir de sécession de la part de ces manifestants? Je crois surtout au départ, il y a une erreur d'appréciation. Les plus de 2 ans de pandémie nous ont fait oublier un peu tous les conflits sociaux qu'il y avait avant. Il y avait les Gilets jaunes, il y avait les contestations contre la réforme des retraites, avec des manifestations qui étaient quand même très, très importantes. Il y a le problème du pouvoir d'achat. Et ensuite, il y a maintenant un autre problème qui s'est rajouté, c'était la gestion de cette crise. On l'a déjà évoqué avec des informations très contradictoires, pas toujours très, très claires. Et du coup, cette parenthèse, elle s'ouvre à nouveau et tout le monde se retrouve dans un mouvement qui a le potentiel de ramasser tout le monde et de grandir chaque week-end. J'entends bien ce que vous dites, Kai Littmann, mais ce que dit François Bayrou, c'est que finalement, au-delà de ces mouvements sociaux, et on connaît ça en France, et depuis très longtemps, pour lui, là, il y a un mouvement de sécession, c'est-à-dire une frange de la société qui refuserait de faire société, finalement, avec les autres. Je ne pense pas. De toute façon, c'est très difficile actuellement de déterminer ce que ce mouvement souhaite réellement. Je veux dire, c'est quand même un amalgame de plein de sujets différents. Vous discutez avec les gens qui sont dans les convois, vous entendez de tout, mais vraiment de tout. Donc, pour trouver, par exemple, un postulat qui unirait ce mouvement, on peut attendre, il n'y en aura pas. Donc, je crois qu'il y a du mécontentement, il y a des vrais problèmes sociaux qui sont réels. Il y a toute la question de la vaccination, une défiance vis-à-vis aussi de la Macronie, il ne faut pas l'oublier, même si on a aujourd'hui des sondages. 25% pour Emmanuel Macron, ça veut également dire 75% des Français qui n'en veulent plus. Et je crois que tout ça, ça fait un mélange explosif. Et je pense qu'il faut bien regarder les prochaines semaines comment ça évolue. Alberto Toscano, cette volonté de sécession, vous la sentez, vous? Je crois que sécession, non. Mais le discours de François Bayrou et les points de son intervention sur lesquels je suis d'accord est qu'il pose un problème de crédibilité. Et il a raison. Et effectivement, il y a un problème de crédibilité. On ne croit plus dans les élites de ce pays. Ceci dit, on ne peut pas mettre, comme François Bayrou vient de faire, les journalistes et les politiques sur le même plan. Les journalistes ne sont pas élus dans un système démocratique. Les politiques ont plus de responsabilités que les journalistes. Non, mais par exemple, on met les politiques, on met aussi les scientifiques qui se sont beaucoup disputés pendant cette crise, les journalistes que l'on entend. Aujourd'hui, une partie de l'opinion publique ne donne plus de la crédibilité à ceux qui ont un titre scientifique, journaliste, politique. Mais la responsabilité des politiques est supérieure à celle des autres, parce qu'ils ont été élus. Anne-Elisabeth Moutet? Je dirais malgré tout qu'il y a... le mécontentement à plusieurs années, je suis entièrement d'accord. Récemment, le président de la République a dit, il voulait dire les gens qui n'étaient pas vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Quelle que soit la personne à laquelle il s'adressait, est-ce que les gens se rappellent exactement le qualificatif, c'est exactement ce qu'il ne faut pas dire. Quelqu'un qui est en position de pouvoir, qui est le président de la République, qui est censé représenter la nation et qui veut couper de la nation un pan parce qu'il pense que c'est un pan minoritaire et que les autres seront contents parce qu'il y a eu naturellement... c'est un pan minoritaire. Oui, les non-vaccinés sont très minoritaires dans ce pays. Il y a eu un calcul politique du président qui a pensé que tout le monde serait d'accord puisqu'ils étaient en minorité. C'est pas bien quand on est le président d'un État démocratique de dire puisque vous êtes minoritaire, c'est un petit peu comme Paul Quilles en 1981, c'est vous avez ontologiquement tort puisque vous êtes minoritaire. C'est pas comme ça qu'on se fait des amis dans la population. On se souvient que cette déclaration de Quilles, si je m'en souviens, c'est que pas mal de gens s'en souviennent encore. Le congrès de Valence, oui. Et le congrès de Valence, voilà. On a de la mémoire politique aux informés. Et les gens, ils savent ce que c'est d'être méprisé. Or, le vrai problème aujourd'hui est un problème de classe sociale. On nous a tellement parlé d'identité ces temps derniers qu'on a oublié de parler de la lutte des classes, qui est une réalité, et de la non-lutte des classes, mais le sentiment d'écrasement d'oubli par un autre. J'entends tout de même des démographes, le démographe le plus célèbre de France, que je ne vais pas nommer, insulter, Éric Guilluy, régulièrement, qui parlait de la France périphérique.
périphérique. Eh bien, ça, c'est la France périphérique. Ce sont des gens qui, essentiellement, dont la vie peut être flanquée en l'air par une augmentation de 10% du prix de l'essence et d'autres choses. Et l'impression, en plus, qu'ils n'existent pas, que ce qu'ils ont à dire n'est pas considéré, leur existence est immorale. On est aussi en train de récupérer le prix de ça, je crois. Anne-Rosée Dorado. J'en reviens à ce mot très fort qu'a utilisé François Bayrou, le mot de sécession. Est-ce que ça veut dire que la France est malade profondément et qu'une partie de ses habitants souhaiterait ne plus faire société avec les autres ? Non, pas du tout. Je crois que François Hollande a mal utilisé ce mot. François Bayrou. Bayrou a mal utilisé ce mot des sécessions. Les Espagnols en savent quelque chose depuis quelques années, avec la Catalogne par exemple. Ça, c'est la sécession. Mais non, ce qui se passe, c'est que la France, elle est malade, on l'a dit tout à l'heure, et puis on oublie de toute façon qu'on est dans une période très particulière, des pré-campagnes électorales ou des campagnes électorales. Et puis, on oublie aussi assez souvent que, tu parlais tout à l'heure effectivement qu'on a ouvert une parenthèse avec l'arrivée des Macron et les Gilets jaunes, mais cette parenthèse n'a jamais été fermée. Et les problèmes soulevés par les Gilets jaunes n'ont eu de réponse. Parce que le grand débat a accouché d'une souris, parce que les mesures qui ont été prises par la suite n'ont pas donné du pouvoir d'achat, parce que l'électricité est montée, parce que les gens sont méfiants par rapport aux politiques, par rapport aux journalistes aussi, mais surtout par rapport à la politique, mais surtout parce que les gens, depuis plusieurs années, ne croient plus à ce système démocratique, en quelque sorte. Je faisais référence au taux d'abstention des 70% pour les élections régionales, mais pour les européennes, c'est 50% pratiquement ces dernières élections. Et je lisais tout à l'heure un sondage, 33% des Français ne croient pas aux résultats des élections. Donc la France a un vrai problème avec sa population parce qu'elle ne croit plus à rien. Et donc Emmanuel Macron n'a pas beaucoup aidé non plus parce que quand il est arrivé, il a fait exploser le panorama politique et ça n'a pas aidé effectivement à trouver des solutions aux problèmes qui sont aujourd'hui ceux des Français. Allez, on continue à débattre juste après le fil info. Il est 20h20. Frédéric Beniada. L'actualité à l'étranger dominée encore ce soir par la crise ukrainienne. La question d'une offensive russe se fait de plus en plus insistante. De nombreux pays occidentaux ont demandé à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine. Kiev regrette le discours alarmiste de Washington sur une intervention imminente russe. Elle provoque une panique de la population, affirme le président ukrainien. La navette diplomatique se poursuit. Pendant ce temps-là, Vladimir Poutine s'est entretenu aujourd'hui avec ses homologues américains et français. Des affrontements entre les antipasses et les forces de l'ordre aujourd'hui à Paris. Certains d'entre eux ont réussi à atteindre les Champs-Élysées malgré un important dispositif policier. 300 véhicules interceptés. Une cinquantaine de personnes ont été interpellées. La police a dû riposter à coups de gaz lacrymogène. Figure des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez a été interpellé, lui, aux abords de l'Élysée. Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid, la décrue se poursuit en réanimation avec 3300 malades et 119 000 nouveaux cas diagnostiqués. Au Bénin, 40 djihadistes impliqués dans les attaques ont été tués par les soldats français de l'opération Barkhane. Ces djihadistes impliqués dans les attaques dans le nord du Bénin qui ont fait 9 morts, dont un ancien militaire français dans un parc naturel transfrontalier la semaine dernière. Le 15 de France peut toujours rêver au Grand Chelem. Il s'impose ce soir face à l'Irlande 30-24, deuxième succès consécutif après celui contre l'Italie. La semaine dernière, les Bleus sont premiers du tournoi. Et puis la suite de la 24e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Lille s'impose à Montpellier 1-0. Puis à 21h, Lyon reçoit Nice. France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde. Désinformés ce soir avec les correspondants étrangers de la presse étrangère en France et on débat de ce mouvement de contestation, mouvement autoproclamé des convois de la liberté. Je voudrais qu'on passe à la dimension et aux réactions politiques. Je vous propose d'écouter d'abord Marine Le Pen, pour qui ce mouvement est finalement le signe de la faillite d'Emmanuel Macron. C'est quand même le candidat qui démarre sa campagne avec des blindés. Je pense que ça lui ressemble assez. Donc là, dans la foulée de l'arrivée des blindés de la gendarmerie à Paris, il pourrait annoncer sa candidature parce que symboliquement, je trouve que ça ressemble en fait à son mandat. Un mandat de chaos, un mandat de désordre, un mandat de conflit, un mandat de division des Français. Il termine son mandat, en gros, comme il l'a commencé et il commence sa campagne comme il terminerait un deuxième mandat si les Français étaient assez déraisonnables pour le réélire. Alors ça, c'est Marine Le Pen. Écoutez maintenant, à l'autre bout du spectre politique, Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière. C'est l'un des deux partis trotskistes que compte la France.
Ça fait du bien dans cette campagne d'entendre enfin parler des problèmes des femmes et des hommes des classes populaires. Et que cette campagne, elle ne soit pas squattée par des démagogues d'extrême droite qui sont à milieu des préoccupations de la population. C'est la dénonciation de la flambée des prix de l'essence, des super profits Total, parce que ça va de pair. C'est la dénonciation de la précarité, des petites pensions, de retraite, des bas salaires. Bon, vous l'avez compris, hein, feu croisé anti-Macron, Kai Littmann, ce mouvement, c'est une mauvaise nouvelle pour le président de la République? Je le pense. En même temps, ça rentre un peu dans une stratégie qui, depuis quelques mois, vise quand même à diviser la société française. Macron a quand même réussi, avec cette division, à donner un sentiment très positif à toutes les personnes vaccinées, qui du coup sont des bons républicains, des bons Français. Et parmi ces bons Français et bons républicains, il y a plein de gens qu'on n'a jamais appelés bons Français. Et du coup, effectivement, ça donne un peu un coup de pouce à une campagne. Mais bon, dans une telle situation, on va déjà le premier jour de ce nouveau mouvement et tout le monde essaie de le récupérer. Certains sont embarrassés, évidemment, hein, entre voilà, la colère légitime et la violence qui est évidemment scandaleuse. Juan José Dorado. Oui, là, je ne suis pas tout à fait convaincu qu'il soit gagnant avec ce mouvement. De toute façon, il est clair, par contre, que tous ceux qui ont manifesté aujourd'hui, ils n'allaient pas voter pour lui. Donc, ça, c'est sûr. Donc, il ne perd pas des votants là-dedans. Mais par contre, il peut faire douter une partie de la gauche, centre-gauche, qui aurait pu, à un moment donné, se dire « on va voter Macron », qui peut-être ne le feront pas parce que sa façon de gérer les problèmes sociaux, de gérer ce type de manifestations, ils ne sont pas d'accord. Et donc, peut-être que là, il peut perdre un certain nombre de voix, mais il est certain que ceux d'aujourd'hui voteront jamais pour Emmanuel Macron. Mais c'est sûr que l'image des blindés qu'on a vus, les blindés de la gendarmerie, hein, dans les rues de Paris, ça fait quand même un peu drôle, hein, Anne-Elisabeth Moutet, pardon. C'est démesuré, évidemment. Et oui, en réalité, ça fait mauvais effet. Alors, vous connaissez la théorie du fer à cheval, c'est-à-dire que c'est... Non, expliquez-moi la théorie du fer à cheval. Ça, c'est un truc d'anglais, ça. L'opinion horseshoe theory. Vous voyez un fer à cheval, et ben les deux extrêmes se rejoignent. Et donc, on voit bien Marine Le Pen, qui a fait des progrès. Hein, c'était bien d'envoyer son truc, et Nathalie Arthaud, qui succède à Arlette Laguillet avec la même gouaille et la même présentation. Elles expriment quelque chose. Elles ne sont pas inaudibles. Et ça, c'est assez intéressant. Je pense que même si, au-delà de leurs électeurs, ces deux politiques des extrêmes sont devenus audibles, en partie parce que justement cette espèce de gestion paroxystique et assez cynique, bien décrite par Kai, de Emmanuel Macron de ce genre de crise, ça laisse des traces. Je ne suis pas sûre que si on ne pose pas les questions dans les sondages spécifiquement sur des choses qui se sont passées dans le passé, ça ne revient pas dans les sondages, donc les politiques se disent ça y est, on a passé tel cap, on a passé justement les gilets jaunes. Mais non, je pense que tout ça est cumulatif et que ça, c'est un coda tout de même à exactement 2 mois du vote qui risque à un moment de faire du tort aussi bien à Emmanuel Macron qu'il ne peut gagner de l'idée qu'il est consensuel et ces gens sont déraisonnables. C'est vraiment un jeu dangereux. Surtout dans un pays où on a des corps constitués qui sont beaucoup moins solides puisque les partis des deux côtés ont beaucoup souffert de l'arrivée du en même temps, qu'à l'Assemblée nationale, je dirais qu'on n'a pas les députés les plus politiques et les plus de l'histoire de la Ve République. Les plus actifs, oui, on disait que c'était beaucoup des novices. Et on n'a pas le plus grand nombre de l'histoire de personnalités politiques importantes au sein même du gouvernement. Ça fait beaucoup de gens qui ne sont plus là. Alberto Toscano, c'est une mauvaise nouvelle pour... Le fer de cheval. Pour Emmanuel... Non, pas le fer à cheval. Enfin, si, le fer à cheval, le rapprochement des extrêmes. On va en parler des extrêmes. Oui. Mais cette affaire pour Emmanuel Macron Non. Non, je ne pense pas. Tout d'abord, il n'y avait pas beaucoup de monde aujourd'hui protester. Il y avait beaucoup de reportages de la presse, mais pas beaucoup de monde. Et beaucoup de policiers. Et beaucoup de policiers. Et je pense que la logique d'Emmanuel Macron est de se positionner comme le candidat du bon sens. Et de cette façon, faire pardonner aussi ses erreurs, parce qu'il a fait aussi des erreurs. Mais quelle est l'alternative de bon sens à Emmanuel Macron ? Bien sûr, 25% est moins que 75%, mais avoir un socle sûr, dur, garanti, dans tous les sondages, de 25%, aujourd'hui, c'est une énormité, avec ce nombre de candidats au premier tour. Donc, le fait qu'il y ait des gens qui protestent de façon
parfois violentes. Et avec même des incidents, ces lacrymogènes, en réalité, font, à mon avis, le jeu de Macron. Parce que il y a les lacrymogènes, la confusion, et de l'autre côté, il y a le candidat du bon sens, qui est Emmanuel Macron. Ce qui fait peur à Emmanuel Macron n'est pas les candidats extrémistes, ceux qui se touchent dans le fer à cheval. Ce qui fait peur à Macron est Valérie Pécresse. Ça aurait pu être Anne Hidalgo, mais elle s'est suicidée politiquement. S'est suicidée politiquement. Donc, c'est un autre candidat modéré. Allez, on va en parler. Étant le seul du bon sens contre la démagogie, le tsunami de la démagogie, évidemment, il est dans une position on a de compris. force. Alberto Toscano vote Macron. On va continuer à en débattre. On va continuer à parler de la politique française. Je n'ai pas la nationalité et de la crise ukrainienne. Restez avec nous. Le week-end sur France Info, retrouvez tous vos rendez-vous pratiques et utiles. L'argent avec C'est mon budget. Les courses en ligne, c'est souvent un peu plus cher que le panier habituel, entre 5 et 10%, tout simplement parce qu'il y a les frais de livraison. La conso. Un miel doit être déjà irréprochable, ou presque en tout cas sur sa composition sucre. Il faut qu'il respecte au moins 60 grammes de sucre pour 100 grammes de miel de fleurs, par exemple. La santé avec C'est ma santé. Ce que constatent les auteurs de cette étude réalisée à Singapour, c'est que les personnes âgées qui passent plus de temps à rendre leur logement propre ont, pour faire simple, un cerveau et un corps en meilleur état. France Info, l'info juste. France Info Météo, avec VK, concepteur de fenêtres françaises performantes pour un bel espace de vie confortable et qui vous ressemble. Retrouvez votre conseiller fenétrier VK sur vk.fr. Jean-Michel Golinski. Le vent orienté au sud va faire grimper les températures dominicales avec simplement de faibles gelées sur les régions centrales et des valeurs maximales partout en hausse de 2 à 4 degrés. Par contre, le vent sera sensible et même assez fort vers 90 ou 100 km/h sur les Pyrénées et sur la pointe bretonne. Ce dimanche, on va noter l'arrivée de pluies marquées en début de journée par la pointe ouest. Elles gagneront l'intérieur en touchant un axe Calais, Chartres, Limoges, Toulouse en fin d'après-midi. Dans le golfe du Lion, le marin à 70 km/h va maintenir un temps gris et pluvieux jusqu'aux Cévennes, tandis que le soleil va résister sur les régions de la moitié est. 20h30 sur France Info. Toute l'info, Léo Técher. Un peu plus de 32 000 manifestants contre les mesures sanitaires aujourd'hui en France. Ils étaient 7 600 à Paris, selon les chiffres de la police, dont une bonne partie venue de toute la France avec les convois de la liberté pour dire également stop à la hausse des prix des énergies. Les voitures avaient interdiction d'entrer dans la capitale. Un bon millier ont été interceptées, certaines carrément enlevées par des dépanneuses sur les Champs-Élysées, évacuées ce soir à coups de gaz lacrymogène. 337 verbalisations au total dans la capitale, ainsi que 54 interpellations. Un réseau à l'origine de plus de 3000 faux passes sanitaires démantelés. 4 suspects interpellés mardi et jeudi en Rhône-Alpes et en Île-de-France, soupçonnés d'avoir détourné des données de professionnels de santé. Un dernier coup de téléphone à propos de l'Ukraine ce soir pour Emmanuel Macron. Au bout du fil, son homologue américain Joe Biden, qui lui aussi craint une invasion de l'Ukraine par la Russie. Tout à l'heure, Bertrand Galichet, c'est Vladimir Poutine qu'Emmanuel Macron a encore une fois appelé. Le président français a relayé auprès du Kremlin les inquiétudes de ses partenaires européens, dit-on à l'Élysée. Au cours de cet échange d'1h40, Vladimir Poutine a démenti à nouveau toute intention agressive. Il semble aujourd'hui dans le même état d'esprit que lors de la rencontre de lundi à Moscou, c'est-à-dire dans une posture à la fois exigeante, officiellement défensive, mais laissant ouvertes toutes les options. Emmanuel Macron a rappelé à son homologue les fondamentaux, pas de discussion possible sur l'intégrité et la souveraineté de l'Ukraine. En revanche, il faut assurer la sécurité de chacun des pays concernés et là, il y a un espace de négociation. Après cet entretien, Emmanuel Macron doit reparler aujourd'hui même à Joe Biden, à Olaf Scholz et au président ukrainien Zelensky. Des dispositions sont prises pour assurer la sécurité des Français d'Ukraine. Il y en aurait 1 millier, dont une bonne partie de binationaux qui n'ont pas forcément envie de partir. La France qui déconseille ce soir à ses ressortissants de voyager en Ukraine. Bertrand Galichet pour France Info.
L'armée française réplique après les attaques terroristes au Bénin. 40 djihadistes tués jeudi au Burkina Faso. L'état-major ne l'annonce qu'aujourd'hui. La force Barkhane a mené des frappes aériennes 2 jours après la mort d'un ancien militaire français dans une des attaques qui, au total, ont fait 9 morts et 12 blessés dans un parc naturel au nord du Bénin. Un proche de Jean-Marie Le Pen chez Éric Zemmour, lorrain de Saint-Afrique, exclu du Front National en 1994, rejoint donc l'autre candidat d'extrême droite. Il souhaite se présenter aux législatives sous les couleurs du parti Reconquête. Un adversaire coriace, mais qui n'a finalement pas fait de mauvaise surprise à l'équipe de France de rugby. Ce soir, les Bleus arrachent la victoire contre l'Irlande, 30-24. Ils sont premiers du tournoi des 6 nations avec 3 points d'avance sur leur adversaire du soir. À suivre également sur France Info ce soir, Lyon-Nice, c'est du foot, coup d'envoi dans une demi-heure. Et en parlant de foot, les Anglais de Chelsea remportent la finale du mondial des clubs ce soir à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Victoire 2-1 après prolongation contre les Brésiliens de Palmeiras qui eux avaient remporté le championnat d'Amérique du Sud. 20h33 sur France Info, la suite des informés. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde. En compagnie ce soir d'Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Daily Telegraph de Londres, Juan José Dorado, journaliste espagnol indépendant, Alberto Toscano, journaliste italien, correspondant à Paris du quotidien Milano Finanza, et Kai Littmann, journaliste allemand, rédacteur en chef d'Eurojournaliste.eu, des correspondants étrangers en poste à Paris. Cela m'intéresse d'avoir évidemment votre opinion sur le phénomène de ce début de campagne présidentielle. Je vais évidemment parler du phénomène Zemmour. Ce polémiste rentré en politique il y a seulement quelques mois est crédité par notre dernier sondage de 14% d'intention de vote. Il était aujourd'hui à Saulieu, dans le Morvan. On l'écoute. Nous voulons protéger notre patrimoine naturel, mais également notre patrimoine architectural. Et nous ne voulons plus voir les églises de nos villages en si piteux état. Protéger nos centres-villes, protéger nos commerçants, protéger nos agriculteurs, protéger notre patrimoine naturel et architectural. Voir enfin nos impôts utilisés à bon escient. Voilà, Éric Zemmour qui souhaite protéger. Anne-Elisabeth Moutet, vous me disiez qu'il fascine les Anglais. Quelqu'un qui n'avait pas encore l'intention de se présenter au début de l'année dernière et qui arrive dans un mouchoir de poche avec les 2 autres opposants importants de Emmanuel Macron, il est tout neuf, personne ne l'a jamais vu jusque-là, ses livres ne sont pas traduits, il est évident que ça fascine totalement les Britanniques et les Américains aussi d'ailleurs. Et puis, ce qui est aussi intéressant, alors il a fait un discours qui était, je dois dire j'y étais, pour le journal, assez mauvais à Londres. Je suis ensuite allé le voir à Villepinte et je suis ses discours sur YouTube, je suis fasciné par le progrès. C'est-à-dire que comme c'est quelqu'un qui ne faisait pas de politique, et de toute façon, ils sont tout fabriqués, ils sont tout neufs, le résultat, c'est que, est-ce qu'il était capable, et au début on ne le pensait pas, de se transformer de journaliste politique qu'il était pendant 30 ans, et où il connaît beaucoup de choses, à candidat, ce qui est une chose entièrement différente. Et les maladresses du début ne sont plus là. Donc, purement d'un point de vue technique sur la politique, c'est très impressionnant. D'autre part, une partie du discours de Zemmour, pas tout, mais une partie du discours de Zemmour est un discours que les Anglais ont déjà entendu. C'est un discours nationaliste, fierté nationale. On a entendu ça pendant la campagne du Brexit. C'est pas quelque chose. Il y a même la moitié du pays qui a voté sur un discours qui était pas tout à fait, sans certains excès, mais qui peut dire. Il y va fort quand même, Éric Zemmour. Alors oui, il y va plus fort tout de même, ça c'est sûr. Mais il les fascine. Et puis, de toute façon, soit on avait la même course électorale, Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, avec Macron qui gagne, qu'il y a 5 ans, soit on avait quelque chose de neuf. Et c'est vrai que cette course électorale, qui pour le moment est gagnée pour le président de la République, est une course électorale devenue tout à fait intéressante. Ce qui est certain aussi, c'est que je vais vous faire peur avec une autre expression anglaise, la fenêtre d'Overton. Ça veut dire que tout le dialogue, tout le discours de ces campagnes, c'est à bouger. Il a bougé à droite. Vous avez Valérie Pécresse qui fait un débat de la fameuse primaire républicain contre Éric Ciotti, où essentiellement elle augmente encore les mesures prévues par Éric Ciotti avec des doubles peines. Donc il y a un glissement à droite de la société française. Il y a un glissement de tout le monde à droite en France. Kai Littmann, est-ce que Zemmour fascine les Allemands ?
Il ne connaissait pas. Déjà, toute personne connaissait. Donc, on ne le connaissait pas en tant que journaliste. Et maintenant, on commence un peu à le connaître. La Frankfurter Allgemeine est quand même un quotidien extrêmement sérieux. Titre « Le blanchisseur de Vichy ». C'est quand même un sujet qui, en Allemagne encore aujourd'hui, est plutôt très sensible. Et il y a une sorte d'incompréhension totale en Allemagne. Comment un tel monsieur puisse arriver à 15-16% dans les sondages. Et du coup, à travers Éric Zemmour, les Allemands commencent peu à peu à s'intéresser aux élections en France, qui pour l'instant n'intéressaient pas grand monde. Alberto Toscano, ça intéresse en Italie ? Ça intéresse beaucoup parce que c'est un phénomène de communication. La force de Zemmour n'est pas un programme politique. Quel est le programme politique Vous parlez de termes allemands, moi je fais des gestes italiens. Vous parlez de termes anglais, moi je fais des gestes italiens. Quel est le programme politique de Zemmour? C'est rien, c'est du vide, c'est de l'air, c'est de la démagogie. Et alors, derrière... Vous avez le mouvement 5 étoiles en Italie, c'est pas... Le mouvement 5 étoiles a fait de la démagogie, ensuite est allé au pouvoir et il a fait une métamorphose. Et ils sont devenus pragmatiques, ils sont devenus, comme vous diriez, macronistes à leur façon. Parce que quand on est au gouvernement, on est obligé d'avoir les pieds sur terre. La dimension de Zemmour est pire que la dimension précédente du mouvement 5 étoiles, parce que ce n'est pas seulement du populisme, c'est du populisme couplé avec le blanchiment de Vichy, avec le blanchiment de Pétain. Et ces discours-là sont dangereux. Ce sont des discours qui, aujourd'hui, dans cette mentalité de crise où il y a une partie de la société qui se sent marginalisée, cette idée de revenir à la nostalgie du passé, et en plus, quel passé, est dangereuse. Juan José Dorado. Donc nous, on n'est pas fascinés, on est intéressés, mais surtout, on est inquiets parce qu'on voit comment France est un pays capable aujourd'hui d'avoir comme premier parti politique un parti d'extrême droite quand on additionne Marine Le Pen, quand on additionne Zemmour. Alors Zemmour... ça fait un tiers de l'électorat. Un tiers de l'électorat, donc première partie des France, entre guillemets. Pour finir, si vous voulez, c'est que nous, on a eu un phénomène pareil. C'était avec Paulo Iglesias, qui était le leader des indignés, qui a créé Podemos, et dont le parti est aujourd'hui au gouvernement avec les socialistes. Bon, c'est l'autre côté du spectre politique. Mais c'est vrai qu'on a eu un phénomène similaire, créé à un moment donné par les médias, qui l'ont amené justement à être très populaire. Et puis, bon, lui, il a fait le boulot par la suite avec son parti politique. Mais surtout, nous, vis-à-vis des Zemmour, on est surtout inquiets. Bon, alors on parlait d'Éric Zemmour, on va parler de l'autre phénomène de ce début de campagne, à savoir l'effondrement de la gauche. Ce sera juste après le fil info, 20h40. Frédéric Beniada. L'équipe de France de rugby se dégage l'horizon et prend seule la tête du tournoi des 6 nations. Les Bleus s'imposent ce soir face à l'Irlande 30-24 à l'issue d'un match très disputé. Deuxième victoire consécutive après celle contre l'Italie la semaine dernière. Dans l'autre match du jour, le Pays de Galles s'est imposé face à l'Écosse 20-17. Le jeu du chat et de la souris entre les antipasses vaccinales et les forces de l'ordre aujourd'hui à Paris. Certains d'entre eux ont réussi à atteindre les Champs-Élysées malgré un important dispositif policier. Une cinquantaine de personnes ont été interpellées. Des échauffourées ont éclaté. La police a dû riposter à coups de gaz lacrymogène. Ils étaient 32 000 en France, un petit peu plus de 7 000 à Paris. Figure des Gilets jaunes. Jérôme Rodriguez a été interpellé aux abords de l'Élysée. Au chapitre politique, à Saulieu dans le Morvan, Éric Zemmour envoie dos à dos Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Le polémiste d'extrême droite assure que le centre droit de la présidente de la région Île-de-France ne vaudra pas mieux que le centre gauche d'Emmanuel Macron. Éric Zemmour qui parle de Valérie Pécresse comme d'une technocrate dépensière. La tension continue de monter dans le conflit ukrainien. Nouvel entretien téléphonique, cette fois entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Il a duré plus d'1h40. De nombreux pays occidentaux ont demandé à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine. Kiev regrette le discours alarmiste de Washington sur l'imminence d'une invasion russe. Le Kremlin dénonce des mises en garde absurdes. Ce soir, KLM annonce la suspension de ses vols sur Kiev jusqu'à nouvel ordre. Le foot, Lille renoue avec la victoire et s'impose à Montpellier 1-0 lors de la 24e journée de Ligue 1 à 21h. Lyon reçoit Nice, le dauphin du PSG. France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde. On est toujours en compagnie de correspondants de la presse étrangère à Paris. Alors on parlait d'Éric Zemmour il y a un instant. Parlons donc maintenant de la gauche, une gauche
très divisée, on l'a beaucoup dit, avec 2 candidats trotskistes, une candidate socialiste, un candidat communiste, un écologiste, un insoumis, et puis une dernière arrivée en date, Christiane Taubira, qui symbolise peut-être un peu ce maelstrom. Écoutez-la, elle était à Créteil aujourd'hui. Nous allons le faire en luttant contre les discriminations, toutes, poursuivre et sanctionner sans relâche les sexistes, les racistes, les antisémites, les xénophobes, les anti-musulmans, les homophobes, les handiphobes. Nous allons les traquer, nous allons les poursuivre. Nous voulons une société d'égalité, de solidarité et de respect de chacune et de chacun. Voilà, Christiane Taubira, Juan José Dorado, on parlait de l'extrême droite qui totalise à elle seule plus d'un tiers de l'électorat. Si on additionne toutes les voix de gauche aujourd'hui dans les sondages, on est à moins que ça, on est à même pas 30%. Comment s'explique l'effondrement de la gauche en France ? Il va falloir peut-être poser la question aux Grecs du PASOK, puisque c'est le premier parti socialiste qui a explosé d'une façon similaire. C'est une très bonne idée. En Europe. Mais c'est vrai que ce qu'on assiste aujourd'hui en France était inimaginable il y a à peine 5 ans. Alors, le socialisme... Je parle surtout du Parti socialiste, parce que c'est lui qui tenait la gauche, en fin de compte, a explosé, et ça doit beaucoup, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, à ce mécontentement de ces 5 ans de François Hollande qu'on a vécu dans les rues françaises, mais ça a à voir aussi au fait qu'à l'intérieur de ce parti, les alliés naturels des Verts n'ont rien fait pour sauver ces partis, et puis ceux qui sont allés dans les primaires, effectivement, se sont éparpillés par la suite, et je ne parle pas où je parle surtout d'Emmanuel Valls avec ses allées-venues entre l'Espagne et la France. Et ça a donné une image de la gauche qui est additionnée à celle de 5 ans de souffrance. On se dit, cette gauche-là, on n'en veut pas. Aujourd'hui, vous montrez Taubira est à peine à 4% dans les sondages. C'est vrai que Anne Hidalgo est encore à moins de 4%, mais la réalité, c'est que la France doit se réinventer. Mais les communistes pourraient arriver devant la socialiste à ces élections. On imagine François Mitterrand qui doit se retourner inlassablement dans sa tombe. Alberto Toscano, qu'est-ce qui arrive à la gauche française ? Là, je dirais un paradoxe. La gauche française n'est pas faible à niveau local. Il y a 5 grandes régions qui ont... Les grandes villes françaises sont administrées par la gauche. La gauche a gagné les municipales. À Paris, à Lille, à Marseille, à Lyon, avec les écologistes, à Bordeaux. C'est-à-dire, il y a cette contradiction de la gauche française qui est forte, qui a encore une crédibilité comme administrateur à niveau local et qui est terriblement faible, comme ça a été très bien dit, à niveau national, qui a perdu l'étoile polaire et qui a perdu son sens de l'orientation, qui est décrédibilisé, complètement décrédibilisé. Donc, pour la gauche, les élections qui comptent sont les élections de juin, sont les législatives, parce que là, elle fera jouer sa force locale et sa crédibilité qu'elle a encore à niveau. Donc, pour la gauche, les présidentielles ne comptent rien. Les présidentielles, pour la gauche, sont des primaires pour voir un peu les rapports de force entre les partis, plus ou moins. Mais c'est l'élection cardinale en France. Oui, mais pour la gauche française, ne compte rien. Et ce qui compte vraiment, c'est les législatives. Et tout le monde à gauche, que ce soit les communistes, pourquoi il y a un candidat communiste ? Parce qu'il pense aux législatives. Même les socialistes, Taubira, les Verts, Mélenchon, ils regardent en réalité pas l'Élysée, ils regardent l'Assemblée nationale, pas les Bourbons. Kay Littmann. Je viens d'un pays où le SPD, donc les socialistes allemands, viennent de traverser en désert pour se retrouver aujourd'hui, après vraiment s'être refait une santé à la chancellerie. La grande différence par rapport à la France, c'est qu'il y avait un renouveau. On découvre plein de nouvelles têtes dans ce nouveau gouvernement, des noms qu'on n'a jamais entendus, des têtes qu'on n'a jamais vues. Et je regarde ces tentatives de refaire une gauche en France. Je vois les mêmes têtes depuis 30 ans. C'est toujours les mêmes, c'est toujours le même discours. Il y a un manque d'imagination. Qu'est-ce que pourrait être une gauche dans les années 2020 ?
Je crois qu'il faut qu'ils touchent vraiment le fond. Il faut qu'ils prennent maintenant, lors des 2 élections, je suis d'ailleurs d'accord, il faudrait qu'ils assurent les législatives, mais ils ne travaillent pas sur les législatives. Ils ne sont pas en train de se dire, on laisse tomber les présidentielles, on a compris, quand il y a 99% qui ne nous veulent pas, on se concentre pour élaborer un bon programme pour la gauche pour les législatives. Je ne le vois pas. Anne-Elisabeth Moutet. Je pense que Kay a amené ce qui est en réalité le problème principal. Et le problème principal, c'est qu'en réalité, la gauche est divisée idéologiquement d'une manière qui est irréconciliable. Vous avez la gauche républicaine classique. Dans une certaine mesure, c'est Anne Hidalgo et c'est Bernard Cazeneuve qui vient lui apporter un soutien en grande partie, à mon avis, parce que lui, il pense à 27. Et il a raison de penser à 27. Vous avez la gauche identitaire, représentée entre autres par Taubira, mais qui est occupée de race, de détails, de ce que les Américains appelle le woke, et vous avez les écologistes qui ne veulent pas être mangés, être plumés par une gauche qui, à mon avis, n'est pas en position, comme sous Mitterrand, de plumer qui que ce soit. Et ils ne sont absolument pas capable de s'entendre quand Fabien Roussel suit une ligne absolument reconnaissable chez les communistes et qui dit « je suis pour la réindustrialisation, je suis pour le nucléaire, et que Yannick Jadot, malgré le fait que le nucléaire ne produise que de la vapeur d'eau et pas de gaz à effet de serre, dit « j'ai 30 ans, ça fait 30 ans que je suis contre le nucléaire, je ne vais pas changer », on est là vraiment en train de cogner quelque chose d'irréconciliable. Alors l'autre question, je pense que c'est très important que Alberto en ait parlé, c'est le côté régional. Tous les partis ont un passé, bien après qu'ils disparaissent au niveau national, de façon régionale. On sait très bien qu'en France, il y a encore pas mal d'élus centristes, et c'est un souvenir du MRP qui date d'il y a bien longtemps. C'est le parti chrétien-démocrate qu'on n'a jamais eu, mais sur le terrain, il existe encore. J'ai tout de même l'impression que autant une région comme la Bretagne va continuer à voter à gauche parce que c'est sa nature, autant les gens qui ont élu dans un certain nombre de villes, de provinces, des maires écologistes ont testé ces maires écologistes, et en grandeur nature, puisqu'ils sont maintenant en fonction de l'administration, et je ne suis pas sûr que ils soient extrêmement populaires pour un certain nombre de mesures. Éric Piolle a été réélu donc à Grenoble. Il a été réélu, mais ensuite, je ne pense pas qu'il ait pris des mesures pareilles au début. Les mesures actuelles qui consistent à arrêter un certain nombre de choses dans les villes, c'est très mal pris. Et ça explique aussi pourquoi, alors que le courant en particulier sur le changement climatique, est majoritaire dans le pays, il ne s'inscrit pas vraiment dans les résultats des écologistes au niveau national. Allez, voilà pour la politique politicienne, et en tout cas le décryptage que vous en faites. Pourquoi politicienne? On n'a pas parlé de politique politicienne. On a parlé de politique avec un P majuscule, Alberto Toscano avec un T majuscule. Maintenant, ça va être le fil info avec un F majuscule, Frédéric Beniada. Puis on parle de la crise ukrainienne après. L'actualité à l'étranger, justement, dominée encore ce soir par la crise ukrainienne et la question d'une offensive russe. De nombreux pays occidentaux ont demandé à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine. Kiev regrette le discours alarmiste de Washington sur une intervention imminente russe. Elle provoque une panique de la population, affirme le président ukrainien. Absurde, déclare de son côté le Kremlin. En attendant, la navette diplomatique se poursuit. Vladimir Poutine s'est entretenu aujourd'hui avec ses homologues américains et français. La riposte de l'armée française après les attaques terroristes au Bénin. 40 djihadistes tués jeudi au Burkina Faso, annonce ce soir l'état-major des armées. La force Barkhane a mené des frappes aériennes 2 jours après la mort d'un ancien militaire français dans une attaque qui a fait 9 morts et une dizaine de blessés au total dans un parc naturel dans le nord du pays. Des affrontements entre les antipasses et les forces de l'ordre aujourd'hui à Paris. Certains d'entre eux ont réussi à atteindre les Champs-Élysées malgré un important dispositif policier. 300 véhicules interceptés, une cinquantaine de personnes ont été interpellées. La police a dû riposter à coups de gaz lacrymogène. Le 15 de France peut toujours rêver du Grand Chelem. Il s'impose aujourd'hui face à l'Irlande 30-24, 2e succès consécutif après celui contre l'Italie la semaine dernière. Les Bleus sont premiers du tournoi. Puis dans l'autre match du jour, le Pays de Galles s'est imposé face à l'Écosse 20-17. France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde. On va donc évoquer la crise ukrainienne. La journée a été marquée par une intense activité diplomatique. Vladimir Poutine s'est entretenu avec Joe Biden. Peu de temps avant, il avait eu également Emmanuel Macron au bout du fil, 5 jours après la visite du président français à Moscou. Souvenez-vous. La démarche que j'ai engagée en me rendant à Moscou et à Kiev vise précisément à restituer collectivement ordre,
stabilité et sécurité sur notre continent. Nous avons, comme je l'ai dit très précisément hier, échangé avec le président Poutine. Il m'a dit qu'il ne serait pas à l'origine d'une escalade. Voilà, extrait de cette conférence de presse. Alors, évidemment, ça fait plaisir, Kyle Littman, aux Français de dire que notre pays pèse encore sur la scène internationale. C'est quoi pour vous la réalité des choses ? La réalité, c'est que pendant qu'il faisait sa conférence de presse à Kiev, le Kremlin a sorti un communiqué de presse en disant que tout ce qu'il racontait n'était pas vrai. Ça, malheureusement, c'est pas tout à fait arrivé jusqu'aux médias français. Mais je pense que j'ai parlé avec Vladimir Fedorovski il y a quelques jours. Vous avez parlé avec Vladimir Poutine, alors j'étais... Non, mais qui a dit quelque chose de très bien. Il a dit, en principe, on est tous victimes de notre propre propagande qui se transforme en politique réelle. Et si aujourd'hui, j'entends que les services secrets américains mettent en garde contre une attaque imminente, j'espère que ce ne soient pas les mêmes services qui avaient prédit la prise de l'aéroport de Kaboul en septembre, qui avaient prédit 4 semaines de combat qui avaient duré 3 jours pour prendre tout l'Afghanistan. Ou les armes de destruction massive en Irak. Moi, je crois que tout le monde aurait intérêt à se calmer un peu. Alberto Toscano, c'est quoi aujourd'hui la voix de la France ? Est-ce qu'on est encore un pays qui pèse sur la scène internationale ? La France pèse plus que la Suisse, mais ne fait pas le poids devant les États-Unis et la Russie et la Chine. Mais c'est naturel. La France, que je sache, chasse à 60 millions d'habitants. Et si on veut peser dans le monde, il faut qu'il y ait une politique extérieure et de la défense unie en Europe, chose que malheureusement nous n'avons pas. Et pour ceux qui regardent Poutine, si vous permettez, et cette crise, moi je pense que compte tenu que Poutine fait peur, il ne faut pas faire des erreurs. Et éviter les erreurs signifie se mettre dans la peau des Russes. Et du point de vue des Russes, avoir l'Ukraine dans l'OTAN pose un problème. Ça peut plaire ou pas plaire, mais c'est compréhensible que ça leur pose un problème. Anne-Elisabeth Moutet, ça veut dire que la solution est forcément européenne si la France pèse aussi peu, et si je m'adresse à vous, c'est que votre pays a brexité quand même il y a peu de temps. Et le pays britannique, les Britanniques ont, eux, envoyé des conseillers, des troupes et des armes en Ukraine, comme ils l'ont fait au moment de la crise entre la Bélarus et la Pologne. Moi, je voudrais tout de même rappeler que quand Poutine a mangé la Crimée, il n'était pas question que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Quand il a commencé dans le Donbass une guerre qui n'est pas terminée et qui a fait plus de 14 000 morts, l'Ukraine n'était pas en train de rentrer dans l'OTAN, que la question n'est pas à l'ordre du jour et que la Russie est en train de fabriquer toute une chose à laquelle je suis tout à fait d'accord avec Kyle, Alberto, à partir du moment où ils le disent, ça finit par arriver. Et ils disent, là, il faut écouter la radio russe, même en anglais, et on se rend bien compte qu'ils ne parlent que des agressions inacceptables des Ukrainiens contre la Russie. Il n'y a pas un Ukrainien, évidemment, qui est rentré de l'autre côté de la frontière. La question, c'est jusqu'où est-ce que Vladimir Poutine, d'une part, a besoin d'une situation où il doit rapporter un gain. Qu'est-ce que ça va coûter aux Ukrainiens ? Je voudrais rappeler aussi que le protocole de Minsk dont parlait Emmanuel Macron après sa conférence de presse est un protocole qui a été plus ou moins signé avec des tas d'ambiguïtés, mais qui comprend des dispositions sur lesquelles le Donbass, là où il y a en ce moment une guerre qui fait beaucoup de morts, devrait être non seulement une province autonome de l'Ukraine, mais en plus avoir un parlement, et son parlement aurait droit de veto sur la politique étrangère de Kiev. Alors, ça veut dire, en gros, c'est comme si la France était gouvernée par la Corse avec au pouvoir d'autres gens. Je ne veux pas me lancer là-dedans. Mais c'est tout de même une situation où là, on crée un précédent qui rend extrêmement nerveux tous les pays autour qui, eux, sont membres de l'OTAN depuis les années 90. Moi, je peux dire un mot, parce que il y a un sujet sur lequel on n'est pas d'accord. Et nous, on a fait une guerre au Kosovo pour affirmer le principe qu'un pays peut faire sécession. Alors, je ne sais pas si les habitants du Donbass veulent ou non faire sécession de l'Ukraine, mais l'autonomie de l'Ukraine, de l'autonomie du Donbass, et éventuellement l'hypothèse qu'il y ait une sécession ne serait pas
une nouveauté par rapport au principe que nos pays, parce que la France, l'Italie, ont bombardé Belgrade. Je voudrais avoir l'avis de Juan José Dorado, qui a peut-être une idée différente sur la sécession de la Catalogne. Donc il faudrait peut-être poser la question au Donbass, on verra ce que ça donne. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la France et l'Union européenne sont la partie négligeable de ce conflit. On l'a vu avec le fameux communiqué, effectivement, du Kremlin. On l'a vu avec aujourd'hui même la conversation entre Macron et Poutine. Et en même temps, tous les pays européens, parmi eux l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Irlande, demandent à tous ces ressortissants de partir. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on est la partie négligeable, mais surtout que la France n'a pas été non plus très aidée par les autres pays. On nous avait oublié aussi du côté de Genève lors des conversations entre les États-Unis et la Russie. Donc ce qu'il faut effectivement, c'est peut-être qu'on ait notre défense européenne et c'est à partir de là qu'on pourrait construire quelque chose. Mais comme tu l'as dit, ce n'est pas pour demain, ça sera dans quelques années. Donc ça nous fait en tout cas une superbe conclusion. C'est la fin des Informés. Merci à vous quatre, vous avez été extrêmement brillants et intéressants. On va vous faire revenir parce que c'est intéressant d'avoir évidemment la vision de la presse étrangère sur notre pays. J'aurai quant à moi plaisir à vous retrouver dès demain soir, 20h ici même. D'ici là, portez-vous bien et puis restez avec nous. L'info continue sur France Info.